de F1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du bulletin F1 ainsi que cet épisode de vidéo si vous nous regardez sur YouTube. Je m'appelle Abdoussal et voici l'épisode 45. Au menu cette semaine, on revient évidemment sur le Grand Prix d'Autriche 2020. Finalement, la première course de la saison de Formule 1. Alors, en dessous, on va parler de Valtteri Bottas, de Red Bull contre Mercedes et de Lewis Hamilton contre Alex Albon. Calme-toi Marc-André. On va parler de la star du week-end, Lando Norris, des ennuis de Ferrari et une fin de semaine de Formule 1 ne serait pas complète sans le retour des catégories juniors, c'est le retour de En route vers la F1 où on va parler de Formule 2 et de Formule 3. Évidemment, pour parler de tout cela, on a nos collaborateurs habituels. On a Marc-André Fortes. Salut Marc-André. Salut Abdou. J'ai pas besoin de te dire comment vas-tu parce que je sais c'est quoi la réponse. Ça va très bien, mais j'ai encore une petite crotte sur le cœur, je dois l'avouer. Ouais, parce que évidemment, Marc-André était vraiment frustré après cet incident entre Lewis Hamilton et Alex Albon, dont on va en parler un peu plus tard. Et on a Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien. J'ai un peu comme Marc-André, mais au moins Norris a réussi quelque chose. Oui, effectivement. Et je sais pas, parce que je regarde ton arrière-plan, en fait. Je vois une cascade de Red Bull. Puis tu vois quelque chose? Je vois quelque chose. Non, essaye pas de le cacher, je vois. Ça s'appelle Kimoa, qui est une compagnie créée par un ex-pilote de Formule 1, ou devrais-je dire un revenant, parce que évidemment on peut pas commencer cet épisode sans parler de la nouvelle qui est tombée. Évidemment, on est mercredi le 8 juillet en soirée et on a appris évidemment cette nouvelle concernant le retour de Fernando Alonso chez Renault pour la saison 2021, qui va être le remplaçant de Daniel Ricciardo qui est parti chez McLaren et ainsi le coéquipier de Esteban Ocon pour 2021. Un petit mot sur ce retour de ce double champion du monde, un troisième relais si on peut dire avec Renault, et je vais commencer avec Ana Maria juste pour me faire plaisir. Qu'est-ce que je peux dire? Mais en fait, je pensais que ça ne revenait pas, mais finalement, la nouvelle était arrivée. On va voir qu'est-ce qui se passe parce que quand lui est parti, il avait dit qu'il revenait s'il y avait une bonne opportunité pour gagner, pour au moins faire la compétition en avant. Mais ça me surprit beaucoup les voir retourner chez Renault. Mais c'est une bonne chose quand même. Mais si lui, il est... Maintenant, lui dit qu'il est dans son meilleur moment, il est content de revenir et pour Renault, mais c'est une bonne affaire pour Renault quand même, parce que tout le monde va parler de Renault maintenant. Ouais, tout le monde va parler de Renault. En fait, c'est déjà fait. Alors, au moins, on sait que le retour d'un pilote adoré je dirais pas de tous, mais de la majorité des fans de Formule 1, au moins, fera en sorte que le retour d'un champion du monde
va attirer un peu plus de fans, surtout en Espagne. Et le fait aussi que Carlos Sainz s'en va chez Ferrari et fait pratiquement le même parcours que son idole Alonso. Marc-André, toi, un petit mot sur le retour de Nando pour 2021? Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Là, c'est certain qu'on va devoir... Bon, j'ai hâte de voir si Renault va être capable de mettre à l'avant leur plan de relance qui va peut-être réussir à aller chercher Racing Point ou même on a vu que McLaren était rendu très bas alors que Lewis Hamilton, alors que Fernando Alonso avait quitté puisque McLaren n'était pas en grande forme, disons. Alors c'est drôle d'aujourd'hui parler de McLaren comme étant une écurie qui est capable de mettre une bonne voiture sur la piste et de parler du retour en même temps de Fernando Alonso. Mais écoute, c'est un passionné, puis ça peut être que bénéfique pour Renault à court terme. Ça, c'est bon, on va s'entendre qu'il restera pas 3-4 ans. Je pense que c'est peut-être sur une saison ou deux, peut-être plus. Mais pour développer une voiture puis de la rendre meilleur, c'est parfait. Puis en plus, il va pouvoir encadrer un peu Esteban Ocon, qui commence à être un pilote avec un peu d'expérience, mais qui n'était pas en mesure de construire une voiture ou de donner des indices pour améliorer tant que ça la voiture au mécano, alors que là, il amène un pilote de grande expérience et ça va paraître, ça c'est sûr, sur la voiture. Puis comme tu l'as dit, ça va, je pense que les fans en général sont heureux de le revoir. Puis moi j'ai surtout hâte de voir son niveau. Bon, on a toujours connu le grand Alonso, j'ai l'impression que ça va toujours être ça, jusqu'à temps qu'il prenne officiellement sa retraite, on dirait. Et juste comme ça, je lance la question. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision compte tenu du fait que il y a des pilotes de l'Académie Junior, je pense entre autres au Chinois Guan Yuzu, qui est perçu comme étant un candidat sérieux au titre en Formule 2 actuellement, malgré une fin de semaine un peu difficile en Autriche, et Christian Lundgaard qui a 18 ans, mais qui est lui aussi un membre de l'Académie et qui a peut-être des bonnes chances de faire ses marques dans les catégories juniors. Il est en Formule 2 d'ailleurs. Vous pensez que c'est un choix logique ou on aurait dû miser un peu sur la jeunesse? C'est un choix logique là où Renault ne sont peut-être pas encore une équipe prête à se dire on se lance dans une aventure avec deux pilotes avec peu d'expérience. Donc, par exemple, une écurie, je te dirais comme McLaren, qui sont peut-être un peu plus avancés dans le plan de match, de réussir à avoir des podiums et à enchaîner les points. Je pense qu'eux pourraient se dire, OK, on y va avec deux pilotes avec peu d'expérience, puis on va réussir à faire quelque chose de bon. En ce moment, Renault, on ne sait pas le potentiel que cette voiture peut avoir. Moi, j'ai d'énormes doutes même cette année sur cette voiture-là. Mais bon, elle va peut-être me surprendre, comme peut-être me décevoir. Mais c'est justement là où je pense que d'avoir deux pilotes avec Ocon, qui a peut-être 2 saisons dans le corps, 2 saisons et demie dans le corps, et d'amener un nouveau pilote qui est dans l'innocence et qui arrive et tente de faire ses preuves et ne peut pas donner justement, je parlais des indices pour améliorer la voiture. Je pense que c'est très difficile quand tu es un jeune pilote de faire ça, et c'est peut-être que les jeunes qui sont en F2 présentement, comme Xu, peuvent pas faire. Et toi, Anna Maria, est-ce que tu crois qu'on aurait dû miser sur la jeunesse ou c'était un choix logique de reprendre Nando? Qu'est-ce que vous dire? Dans certain point, je donne raison à Marc-André, parce que oui, pour Renault, c'est le bon choix. Là où ça ne marche pas, c'est qu'ils viennent de mettre le programme des gens pour créer la relève. Ils ont le programme des gens depuis longtemps. À chaque fois, ils cherchent un pilote de l'extérieur. Avant, ils étaient allés chercher Ricciardo et ils étaient allés chercher Nico Hülkenberg. Ils étaient allés chercher Ocon, mais ils jamais prennent en compte les
pilotes, les gens qui sont que Renault y forme. Y c'est quand même décevant parce que tous les gens, quand ils vont dans une académie de gens, dans une équipe, c'est beaucoup d'argent aussi qu'ils misent dedans. Ils se font croire qu'à la fin, ils vont avoir la chance peut-être de rouler dans une voiture de F1, mais à la fin, ils sont en train de chercher toujours les pilotes de l'extérieur. Mais c'est sûr que pour Renault, c'est un bon choix avoir Alonso. Il y a beaucoup d'expérience, il peut aider beaucoup à l'équipe, mais de côté des gens, c'est une mauvaise affaire parce que qu'est-ce qu'il y a des commentaires sur les réseaux sociaux qui disent mais il vient d'élever une place à un jeune que peut-être il peut monter et c'est pour 2021 il y a quand même de l'expérience, pas beaucoup, mais il a déjà fait Forza India, il était formé chez Mercedes, il était très bon, fait que des fois, quand tu as du pilote jeune, il y a plus de compétitivité, parce que c'est ce qui fait Red Bull à chaque fois. Red Bull, on critique, mais Red Bull, à chaque fois, tous les pilotes qui sont dans l'école Red Bull, on dit comme ça, ils ont l'opportunité. Ils ont toujours l'opportunité, même pas parce qu'il y a une seule équipe, il y a 12 équipes, oui, mais il le faut monter à chaque fois. Après, ils vont regarder qu'est-ce qui se passe, si ça marche, si ça n'a pas marché. Regarde, il y avait Albon, il était dans l'école Red Bull, ils l'ont laissé tout de côté parce qu'il n'y avait comme pas la place, mais après, ils l'ont cherché, ils l'ont mis dans son auto sans même pas faire de tests, rien. Il est là, et lui est là, il est très bon. Et si tu regardes maintenant, tous les pilotes qui sont dans Formule 1 maintenant, il y a à peu près la moitié qui vient de Red Bull. Ouais, c'est vrai. Mais si je peux un peu donner mon contre-argument là-dessus, en fait, c'est que oui, je comprends qu'il y a une académie et moi, je pense que on est dans la circonstance où, normalement, s'il n'y avait pas eu cette pandémie de la COVID-19, 2021 aurait été l'année des nouveaux règlements. Donc, amener une recrue dans une nouvelle voiture, dans des nouveaux règlements et tout, et avec un jeune pilote en Esteban Ocon dans une écurie manufacturière, je pense que ça aurait été très compliqué. Et surtout pour une équipe comme Renault qui vise haut, avec d'abord un Ocon qui est un peu rouillé parce que ça faisait 18 mois qu'il n'avait pas couru un Grand Prix dans la totalité, et un Guan Yu Zhou qui, oui, je le dis qu'il est un candidat au titre, mais même si c'est sa deuxième année en Formule 2, il y a des niveaux d'inconstance, comme on l'a vu l'année passée aussi, même si c'était une recrue. Donc, est-ce que ce serait vraiment une bonne idée d'amener des recrues, qu'on leur dise, tenez, aidez-nous à développer cette voiture, à bâtir cette voiture. Déjà que la pression est énorme en France présentement parce que Renault n'offre pas les performances que les gens attendent. Moi, je pense que Zhou est bon, mais il manque encore un petit quelque chose pour le monter. Mais je suis extrêmement d'accord avec toi, là où Renault ne donne pas la chance énormément à leurs jeunes pilotes de leur franchise pour monter. Ça, c'est clair. Et je pense qu'ils ont de la difficulté aussi à les vendre aux autres écuries. Parce que tu vois des échanges des fois et Renault sont rarement au centre de ces petits échanges de pilotes. Oui, vas-y, Anna-Maria. Oui, parce que regarde, si y a une écurie, il y a une équipe, si les autres ils vont regarder, tu ne fais pas confiance à tes pilotes, pourquoi on va les prendre?
C'est vrai. Et C'est vrai. si je peux ajouter à ça, Jack Aiken, qui est qui est présentement chez Williams, était un membre de l'Académie Renault depuis plusieurs années. Et malheureusement, il y a eu Antoine Hubert. Donc, Mais regarde, même si Rocky il était membre de l'académie, beaucoup de temps. ouais. Il y a eu Pendant beaucoup de temps. beaucoup de temps, il n'était jamais pris en compte. Maintenant, il est retourné parce qu'il y a les pilotes de C, pilotes de... Mais ils n'ont pas pris en compte jamais. Puis, Et que c'est ça que j'ai la difficulté avec ça. Parce que oui, maintenant, tu peux dire, oui, on a besoin d'un pilote avec beaucoup d'expérience pour développer la voiture, mais ils n'ont pas besoin comme avant. Parce que les pilotes, ils ne touchent même pas la voiture. ouais. Jusqu'à que ça arrive au test. Avant, c'est tout de la soufflerie, les simulateurs. Avant que lui arrive à toucher, c'est quand il arrive à Barcelone, il fait les tests, c'est quand ils vont regarder qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas comme avant que tu prends Michael Schumacher et tu vas dire on va faire une voiture à son goût. Maintenant, il y a les réglementations, tu ne peux pas dépasser le temps de test. Ouais. Tout est réglementé, même pas la soufflerie, tu peux utiliser juste le temps que la FIA t'autorise. Parce que c'est pas vrai que tu arrives à quelqu'un et il va dire oui, il va faire un bon voiture. Regarde, Hamilton, qu'est-ce qu'il fait Hamilton? Il passe son temps à faire sa vie. Ouais. Quand il arrive, il s'assoit, et ça marche ou ça marche pas. Ouais. Puis aussi, il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que il faut des points de super licence. Il faut avoir 40 points sur un total de 3 saisons. Donc, si C'est peut-être là où ils ont eu peur. C'est peut-être là où ils ont peur parce que oui, je comprends que Zhou est un candidat, mais qu'est-ce qui arrive si dans cette courte saison tout va mal Qui est déjà très imprévisible. On sait pas combien de courses il va avoir. Là, peut-être qu'ils vont je sais pas c'est quoi leur idée pour ça, mais peut-être qu'ils vont, si jamais la saison n'est pas complète, ils vont peut-être donner des points ou bon, rendu là, on verra. Mais effectivement, si jamais tu pensais prendre Zhou et finalement il peut pas, tu te ramasses un peu dans le trouble. Et pour compléter, en fait, c'est pour ça que je pense que c'est plus logique que ce soit Fernando Alonso qui soit le pilote qui va aider Renault à remonter au top et même en 2021. Pour ensuite laisser la place aux jeunes. J'ai la difficulté, c'est ça ma difficulté. Parce que ça fait depuis longtemps que Renault est là. Son moteur, il n'a pas réussi à faire grand chose. C'est là que moi j'ai la difficulté parce qu'il y a dit Ricciardo, il va arriver, il va faire une bonne voiture et regarde qu'est-ce qui s'est passé l'année passée. Hein? Mais je pense qu'Alonso peut pas nuire. C'est là où. Non, c'est ça. Exact. Mais alors que Zhou, je pense qu'il peut nuire en ce moment. Ouais. Je pense que c'est là que Renault ont pris comme une décision en se disant ok, le plafond du minimum qu'on peut avoir est beaucoup plus bas pour Zhou que Alonso. Donc le plafond maximal d'Alonso est très bon, mais le plafond. Excusez. Il y a 2 télés qui sont arrivés dans tes lunettes. My God! Ouais. My God! Je pense que c'est peut-être pas une bonne idée de mettre des lunettes. Non, c'est pas mon idée. Prendre des cafés avant. Puis si je peux compléter. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis si je peux compléter, comme on dit, grand parleur, petit faiseur, c'est ce qui est arrivé l'année passée. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Mais je suis très, comment se dit, avec Renault, je ne fais pas confiance. Moi non plus. Je ne fais pas confiance jamais parce que c'était toujours ça. Il parle beaucoup, mais à la fin, quand ça arrive le moment, il va dire oh non, mais c'est parce que lui, il cherche dehors, c'est qu'il est. À qui mettre la faute. Je ne pense pas qu'il
et pour mettre la faute sur Alonso. Et C'est là que ça va. Ça va piquer. Et si je peux Oui, ajouter c'est un ça. petit dernier point, on connaît le caractère d'Alonso aussi. Oui. Alors, si Renault commence à avoir des confrontations avec lui, ça va être d'une violence quand On même sait déjà c'est incroyable. qui Exact. gagne. Il a jamais été tendre avec McLaren. Ouais. Il peut quand même baisser Renault quand même. Donc, j'ai hâte de voir comment Alonso va gérer tout ça aussi parce que c'est une chance encore qu'il se lance dans un concept, une aventure qui est pas garantie, comme lorsqu'il est parti avec McLaren. Oui, Ouais. mais avec tout ce qu'il y a dedans, au moins, lui, il a l'expérience, Ouais. Alonso, Fernando, il a l'expérience, Ouais. il a l'expérience pas juste sur la conduite de l'auto, aussi sur tout ce qu'il a fait dans d'autres équipes, comme se plantait avec McLaren Honda. Ouais. Y yo pense qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Je l'espère. Il doit avoir clair qu'il ne peut pas compétir pour gagner à Renault à court terme. Ouais. Donc, Exact. c'est ça. Donc, on va voir pour 2021, mais en tout cas, ça va être très intéressant de voir ce que Ouais. Renault et Alonso vont faire. Sinon, on va avoir beaucoup de drama dans le bulletin F1 2021 et peut-être même des des communiqués de presse assez salty comme on a vu lorsque Ricardo a quitté Renault pour McLaren. Ça ne m'étonnerait pas. Ça Mais m'étonnerait. aussi, dernière chose, Renault a déjà confirmé que Fernando il va pas faire de test cette année. Non. Donc, On l'attend pas on l'attend pas. parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qu'il va remplacer à Ricciardo, qu'il va faire des tests dans les essais le vendredi. Non, il va pas toucher la voiture cette année. C'est ça. Donc, ça, Renault a effectivement confirmé que aucune chance de voir Alonso dans la voiture jaune et noire cette année. Donc, on va attendre tout ça pour 2021. Et dans tout ça, ben, il reste quelques sièges encore disponibles. Mais ça va être à suivre quand le temps viendra. Aïe, aïe. Exact. Donc, trêve de Alonso, on a eu finalement un Grand Prix de Formule 1 après 217 jours d'attente. Et Dieu merci, c'en était toute une. Le Grand Prix d'Autriche 2020 qui nous a offert une course d'attrition digne d'Australie 1999 où seulement, je pense, 6 ou 8 voitures avaient complété la course. Cette année en Autriche, 11 voitures ont vu le drapeau à damier, 13 ont complété la course. Un Grand Prix qui a été remporté par Valtteri Bottas sur Mercedes noire devant Charles Leclerc sur Ferrari. Et on peut dire que c'était inattendu. Et Lando Norris monte sur le podium pour la première fois de sa carrière. Et ce, à sa deuxième saison en Formule 1. Lewis Hamilton finit 4e. Tout ça à cause d'une pénalité de 5 secondes qu'on reparlera après. Ouais. Ensuite, on avait Carlos Sainz qui finit 5e, Sergio Perez 6e, il y avait Pierre Gasly qui a fini 7e, Esteban Ocon 8e, Antonio Giovinazzi 9e et Sébastien Vettel 10e. Nicolas Latifi finit 11e. Donc, si vous vous demandez, mais ouais, Max Verstappen, celui qu'on disait, ça va être celui qui va rivaliser contre Lewis Hamilton. 11e tour. Bonsoir, il est parti, malheureusement. Un problème de moteur, je pense. Non, moteur. Électrique, excusez-moi. Problème électrique qui a fait en sorte que le Néerlandais a dû abandonner et céder sa couronne de vainqueur du Grand Prix d'Autriche. Alors, maintenant qu'on a fait un peu les résultats, on revient avec un classique. Ce sont les évaluations post-Grand Prix. Alors, je vais commencer avec les miens. Alors, j'avais dit
Donc, ça se suit comme cela. Donc, on a Perfo du jour, contre Perfo du jour et le moment cocasse. Donc, la performance du jour, ben, c'est celui qui a eu la meilleure course personnellement. La contre-performance, c'est l'inverse. Puis le moment cocasse, c'est quelque chose qu'on a retenu qui était légèrement drôle. Alors, je vais commencer. Performance du jour, j'ai donné à Lando Norris, qui a connu non seulement une belle course, mais une excellente fin de semaine, puis on en reparlera. Et mention très honorable à Charles Leclerc aussi, deuxième dans une Ferrari qui roulait plus comme un âne, excusez-moi, c'est un peu méchant ce que je dis, mais c'était plus un âne plutôt qu'un cheval. Ouais. Par contre, performance du jour, écoute, les champions du monde, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et même Kimi Raikkonen, Raikkonen qui a été carrément, qui a été sous-performant, qui a vu Antonio Giovinazzi être le meilleur des deux Alfa Romeo, Sebastian Vettel qui finit 10e, en fait qui n'a pas connu une fin de semaine facile, et Lewis Hamilton pour son samedi et son dimanche brouillon. Parce qu'il a été pénalisé pour avoir ignoré les drapeaux jaunes sur son dernier tour de qualif, alors que son coéquipier Valtteri Bottas a fait une erreur. Et évidemment, il a été pénalisé de 3 places 45 minutes avant le début de la course. Et évidemment, ben, c'est cet accrochage avec Alex Albon dont on en reparlera. Aussi dépasser la piste. Oui, exactement. En plus, donc, c'était pas la fin de semaine de Lewis Hamilton, surtout dans une saison de 8 courses et probablement au-delà de ça aussi. Anna Maria, vu que c'est la première fois que tu es dans ce podcast pour un Grand Prix, je vais te laisser l'honneur de nous donner tes performances du jour, contre-perfo et moment cocasse. Et oui, j'ai oublié de dire mon moment cocasse, c'est les problèmes de F1 TV pendant la course, parce que maintenant que c'est disponible au Canada. Ça, c'était pas drôle. Fin de semaine difficile pour eux. Ouais, même a été rouillé en fait. Donc, F1 TV malheureusement, parce que maintenant que c'est disponible au Canada. Mais ça marche pas. Ça marchait pas, donc ça a été complètement difficile. Bon, on a réussi quand même à regarder la course, mais RDS reste quand même la référence. Alors, le premier choix. Ouais, exact. Mais je préfère RDS aussi. Alors, Anna Maria, quelles sont tes évaluations de ce Grand Prix? Mais regarde, pour moi, la performance, c'est pour Norris. Ouais. Pourquoi? Parce que lui, je trouve qu'il a bien gagné sa place. C'est pas juste, il n'a pas arrivé là pour chance. Il a fait un bon qualif, il a fait une performance de qualif. Et après, pendant la course, il s'est battu. Oui. Pendant toute la course pour tenir bon. Parce que oui, son auto, ça marche mieux que l'année passée, mais quand même, les Racing Point, il était performant. Ouais. C'était la malchance parce qu'il y avait les moteurs Renault, les moteurs Mercedes, il fallait lever les pieds des fois, et Pérez qui a resté trop longtemps, il y avait ses pneus étaient finis. Mais lui, quand même, à la fin, tout ce qui a gagné son podium, c'était son effort. C'est ça. De faire le meilleur temps dans la dernière minute pour que quand ça arrive la pénalité à Hamilton, il réussisse quand même. Ouais. Faire son podium. C'est pour ça que moi, je dis que c'était son fin de semaine parfait. Contre-performance, mais les champions d'habitude, il est bien, il est parfait, il ne fait pas des erreurs, mais ils sont comme tous arrivés les mêmes fins de semaine. Il a fait des petits erreurs coûteux, et sortir des pistes, il était comme averti plusieurs fois et quand même plusieurs pilotes le faisaient. Lui, d'habitude, il est comme parfait, mais quand même,
il est fait. Les drapeaux jaunes, c'est quelque chose que tous les pilotes, c'est pas nouveau. Non, c'est une base. C'est des bases, c'est pas nouveau. Même si lui disait, mais oui, j'ai vu qu'il y avait la poussière, mais j'ai vu pas de pilote. Mais oui, c'est ça. Quelle excuse. Tu vois la poussière, il y a quelque chose. Ouais, ça c'est une excuse. C'était une excuse un peu Oui, une excuse un peu brouillon. brouillonne, c'est ça. Y la ben, on va parler plus tard, mais c'est comme, il a répété le même erreur comme 12e fois avec les mêmes pilotes. Ça, c'est. Ça, c'est quelque chose. C'est là qui a coupé le podium en plus. oui. Bottas y a tenu le coup pendant la course. Et lui était derrière. Il s'est chicané avec l'auto, il s'est chicané avec les ingénieurs. Dans ce moment, Bottas aussi. Je comprends. Bottas, il ne voulait pas comme donner sa place. Ouais. Et Hamilton, il voulait se battre. Ouais. De que les deux pilotes étaient confrontés à. Il le disait la même recommandation, l'ingénieur pour les deux, mais il n'y avait aucun qui écoutait. Ouais, ça c'était quelque chose Oui, de... parce que les deux, il y avait peur. Bottas, tu sais que Bottas, quand quelqu'un le dit, il baisse le pied, il ne peut pas pour le vibrador, mais il veut. Maintenant, je pense qu'il a compris. Ouais, exactement. Si je fais ça, peut-être l'autre il va me dépasser. Ouais. Et ton moment cocasse? Mon moment cocasse, c'est toujours as. Et leur fameux problème. Boy. Ouais. Les freins. Comme je l'ai souvent dit sur les réseaux sociaux, la mort, les taxes et As qui a des problèmes de frein. Ah oui, il y a des problèmes de frein. Regarde, on ne peut pas blâmer personne, on ne peut pas blâmer les deux pilotes parce qu'ils font la même affaire. C'est ça. Il y a un qui est sorti et après, il y a l'autre qui fait la même chose. Je dis, voilà, c'est toujours. Oui, on ne fait pas confiance. Non, et le pire dans tout ça, c'est qu'ils vont garder, je pense, les mêmes... soit ils vont garder la même voiture en tant que telle, et probablement les mêmes freins, juste les réparer en fait, donc... Probablement. Mais oui, mais le problème des freins, c'est depuis longtemps. L'année passée, ils ont changé comme 2 fois. Ça fait 2 ans au moins un problème de frein. Je pense que l'écurie devrait se concentrer pendant quelques semaines, là. Tous les ingénieurs, tout le monde se concentre sur les freins, puis on règle enfin ce problème-là. Une fois pour toutes, parce que pour l'instant, c'est une blague. C'est ridicule à quel point. Puis là, déjà que Jen Haas ne veut pas mettre d'argent dans son écurie, potentiellement cette année, ça se réglera pas, puis on va encore continuer à les voir. Ce qui est quand même dangereux à la limite, quand tu vois des freins lâchés comme ça. Là, c'était dans une situation où, bon, il était à basse vitesse. Une chance que c'était dans le 3e, je pense que c'était dans le virage 3, donc un virage qui était quand même lent. Une chance, parce que c'est quand même dangereux, mais bon, écoutez, je pense que ça fait partie de la Haas. OK. Et justement, Marc-André, toi, as-tu tes évaluations post-Grand Prix? Ben écoute, je pense que le seul candidat qui peut être notable à mentionner comme pilote Joe, c'est Lando Norris. Bon, je pense que vous l'avez quand même bien amené. Quelle qualification pour lui. On parlait beaucoup de Carlos Sainz, mais Norris est là et l'a prouvé de grande façon. Alors, chapeau à lui. Il a gagné cette position-là alors que les autres ont peut-être eu de la chance, comme Adam Ariel disait tantôt. Il n'est pas là par hasard. Il a mérité cette 3e position. Puis il est allé chercher les quelques petits centièmes de seconde qui manquaient pour aller pour prendre la position à Hamilton suite à sa pénalité. Donc ça, c'est
un grand chapeau pour lui que je lui donne parce qu'on voyait là, une vidéo sur Twitter et sur Facebook passer où les mécanos de McLaren savaient qu'il restait quelques petites secondes à aller chercher, puis il est allé les chercher, puis tout le monde était très heureux. Donc, bravo à lui. Bon, c'est certain que si Albon n'avait pas été sorti, probablement qu'on aurait eu un résultat différent, mais chapeau à Norris. Ouais. Et contre-performance, je pense que je sais c'est qui. Oui. Pas besoin de le nommer, je pense. Mais je vais ajouter un petit quelque chose. On va, de toute façon, le petit incident entre Hamilton et Albon, on va en parler plus tard. Donc, il y avait juste une contre-performance. Je pense qu'on peut peut-être la donner à Honda qui a eu des problèmes avec son moteur plus du côté électrique. Donc, c'est un problème qu'ils vont devoir analyser cette semaine. Il n'y avait pas trop de réponses après le Grand Prix sur pourquoi et le comment. C'est problème de caisse. Ouais, exact. Il y a un surchauffage dans quelque chose, mais le moteur s'est mis en mode protection et c'est pour ça qu'il a comme calé l'auto. Ouais. Exact, mais ils n'ont pas encore toutes les données, donc ils vont probablement avoir réglé ce problème-là pour le prochain Grand Prix. Maintenant, est-ce que ça a un lien avec l'évolution moteur qu'ils ont émis avant le Grand Prix? Peut-être. Parce que la fiabilité de Honda avait quand même été forte lors des essais hivernaux. Ouais. Alors, c'est peut-être de là où vient le problème. Mais c'est certain que c'est venu couper les jambes à Red Bull alors que la stratégie de Max Verstappen qu'il avait installée lors des qualifications était probablement une stratégie gagnante en partant deuxième. Puis au moment où Verstappen a eu son problème, il était à 5 secondes de Hamilton et à 3 secondes de Bottas qui lui donnait pas de raison de trop pousser pour se défendre et pour aller chercher Bottas. Alors il pouvait rouler sécuritairement et sans trop dégrader ses pneus. Donc il aurait peut-être pu faire encore plus de tours. Donc Honda a peut-être un peu gâché la fin de semaine de Red Bull, mais c'est un tout. Et je pense que la fiabilité de Honda va être importante cette année. Et j'ai confiance en eux. Ouais. Et c'est vrai que tu le mentionnes aussi, Honda, pour leur deuxième année avec Red Bull et leur troisième avec AlphaTauri, voulaient augmenter leur niveau de performance d'un cran. C'est sûr que sur un circuit, sur une fin de semaine où il faisait vraiment chaud aussi, là, peut-être que ça n'a pas aidé aussi, surtout quand on est sur un circuit qui demande beaucoup de puissance aussi. Peut-être que ça n'a pas aidé Honda. J'allais dire contre-performance. Moment cocasse. Il n'y a pas eu grand-chose. Bon, mais il y a les As qui sont un peu ridicules en ce moment. Ouais. Donc, c'est certain que... Mais je peux peut-être donner le petit moment cocasse à Latifi qui, malheureusement, il manquait seulement un abandon pour réussir à entrer dans le top 10. Donc, c'est malheureux. Moi, j'espérais un petit abandon subtilement, là, juste un. Mais finalement, c'est pas arrivé. Donc, c'est malheureux pour lui, mais il va devoir attendre pour ses premiers points et probablement assez longtemps. Ouais. Remarque que au moins, ça prouve que Williams a fait un pas assez incommensurable, pas incommensurable, mais a fait un grand pas aussi, vu le fait aussi que Latifi a fait une course solide, pas spectaculaire, mais assez solide. Pour une première course, Pour une première course, oui. Puis George Russell aussi, écoute, lui aussi aurait pu être dans les points dans tout ça, n'eût été de cet abandon, mais aurait pu même aller en Q2 dès le premier Grand Prix, donc il était juste à 7 centièmes. C'est ça, en fait. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, au moins, oui, c'est un moment cocasse de finir dernier sur 11 pilotes, alors que 10 doivent marquer des points. Mais dans les chronos, William, il est loin encore. Il est loin encore, oui. Il est loin. Donc, voilà, ça, c'était nos... C'était en fait nos évaluations post-Grand Prix. On va aller sur les réseaux sociaux parce que j'en ai deux en fait. Un sur Twitter puis un sur Facebook. Parce que c'est une évaluation. J'ai Francis Paquette sur Twitter, un habitué de notre podcast et de nos plateformes sur le Bulletin F1.
Performance du jour, comme tout le monde, à Lando Norris. Contre-performance aussi à Lewis Hamilton, mais aussi à Sebastian Vettel. Puis lui n'a aucun moment cocasse, donc je pense que ça a été une course correcte. Sinon, sur Facebook, on a Nick Provo qui dit performance du jour à Lando Norris qui bat son coéquipier tout au long de la fin de semaine. Contre-performance, Sebastian Vettel qui réalise un dépassement qui tente un dépassement inutile sur Carlos Sainz et qui fait son fameux tête à queue. Ce rendu-là, ça commence à devenir malheureusement une marque de commerce chez l'Allemand avec Ferrari. Et le moment cocasse, en fait, c'est le mécano témoin de la dangereuse sortie des puits de Sergio Perez. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé. Il fait genre, oulala! Ouais. Non seulement Racing Point a été chanceuse de ne pas avoir eu une pénalité parce que ça, c'était borderline. C'était borderline dangereux. Surtout après la pénalité que Verstappen avait reçue à Monaco l'an dernier. Ouais. Avec Bottas, qui pour moi n'était pas vraiment une pénalité, mais bon, la Formule 1 avait décidé la FIA avait décidé de remettre une pénalité, alors j'ai été énormément surpris que cet incident-là soit pas pénalisé. Et tu sais c'est quoi le genre de karma? Sergio Perez a été pénalisé de 5 secondes pour avoir eu un excès de vitesse dans la ligne des puits sur son seul arrêt au puits, en fait. Donc, qui est inacceptable en Formule 1 aujourd'hui avec les programmes informatiques que tu peux mettre pour qu'il roule à telle vitesse. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Donc, c'est un 5 secondes de pénalité, en fait, qui a fait mal. Qui a fait mal aussi. Puis Racing Point aurait pu même prétendre à un podium dans tout ça avec Perez. Donc, quel dommage. Donc, là, on va maintenant aller en détail. J'ai pris quelques sujets sur les courses. On va essayer de faire ça un peu rapidement. Là, on va parler du vainqueur du Grand Prix, Valtteri Bottas. Parce qu'on a souvent parlé de... la guerre Hamilton contre Verstappen. On en avait parlé la semaine dernière, Marc-André et moi, sur ce qu'on pourrait avoir un duel entre Hamilton et Verstappen au cours de ces 8 courses, voire même 10 si on ajoute Bahreïn et Abu Dhabi. Mais on a complètement oublié de parler de Valtteri Bottas, qui lui, pendant ce confinement obligatoire, on a profité pour s'entraîner, pour... disons être une version 3.0 du pilote qu'on connaît. Et c'est pour ça aussi que je l'ai mis en bas. Alors, est-ce que vous croyez que Bottas est un outsider ou bien un candidat sérieux qu'on a juste oublié de mentionner? Alors, on va commencer cette fois-ci avec Marc-André. C'est une bonne question. Mais c'est pas un outsider tant que ça, mais je pense que c'est un bon prétendant qu'on a juste pas mentionné. Parce que l'an dernier, il l'a montré que pendant quelques courses, du moins pendant 6 ou 7 courses, il a vraiment défié Hamilton de magnifique façon. Et même à un moment donné, on se disait, est-ce que Bottas va être capable de continuer sur sa lancée et finir par battre Hamilton à valeur égale, là. Ils ont la même voiture, donc avec quelques petits changements selon leur décision. Mais je pense que Valtteri Bottas peut être considéré comme un bon prétendant. Est-ce qu'il va être à la toute fin prétendant? C'est une bonne question. J'ai hâte de voir s'il va être capable de justement continuer sur sa lancée et profiter au maximum de cette version 3.0 de sa personne. Donc, je lui souhaite parce qu'on a vu que George Russell n'était plus un jeune pilote. Il était capable d'avoir des bons temps, même avec une voiture qui n'a pas de sens. Alors, ça va être important pour lui d'avoir des bons résultats pour pas que Mercedes penche vers Russell, parce que c'est une possibilité aujourd'hui que Russell soit dans la Mercedes l'an prochain. Alors, il va devoir se battre malheureusement pour ce poste-là et il a bien commencé.
Oui, exactement. Anna Maria? De côté de Bottas, je pense que ça dépend pas tout de lui. Parce que l'année passée aussi, il a gagné la première course. Il était sur son bon lancé et il est arrivé. Son 2.0, on disait Bottas, il est pompé, il est bien. Mais et la seule chose que je vois cette année de différence, c'est ça. Lui, il a resté concentré, il a resté à s'entraîner. C'est là que cette année, il s'est dit dans sa tête, c'est mon dernière année, il faut que je prenne ma place. Parce que si lui, il prend pas sa place, il va se laisser tirer pour l'équipe, c'est sûr. Parce qu'il y a un pilote numéro 1, même si en théorie il n'y a pas. Mais c'est ça que je disais tantôt, ils l'ont montré pendant la course. Dès que l'ingénieur a commencé à lui donner des informations comme quoi il fallait lâcher un petit peu, pas prendre le piano, pas sur les vibrateurs, mais lui, il n'a pas écouté. Et je pense que ça, s'il continue comme ça, c'est très bien pour lui. Pourquoi? Parce que d'habitude, Mercedes ne donne pas de sol comme Ferrari. Il va donner des indications comme quoi il y a une stratégie différente, il faut conserver les pneus, faire attention au moteur, il faut le garder. Et c'est à chaque fois dans ce moment-là qu'il va perdre la place. C'est ça, y pendant la course, je disais, ok, est-ce que j'essaie de laisser passer Hamilton? Y Hamilton aussi demandait, je veux plus de potence. L'ingénieur disait, non, c'est pas possible, on peut pas tirer parce que puede marcher l'auto. Et je dis, Bottas, c'est la seule chose. Il faut se concentrer en lui-même. Parce que si écoute tout ce que va dire l'équipe, c'est bien écouter, mais c'est juste qu'à chaque fois il y a des pièges. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça, quand il y a des pièges, c'est ça, il se rend compte qu'il a perdu sa place, et par la concentration, il est plus le bout, c'est ça. Oui, exactement. Puis je pense aussi que c'est ça aussi un des problèmes de Bottas qu'on a eu dans les dernières années, c'est que c'est un pilote qui était inconstant. Il était capable de sortir de grosses performances, comme il l'a fait justement en Australie, aux États-Unis l'année dernière, et même à Bakou aussi, quand il a résisté au départ. Mais c'est pas juste ça, Adu, regarde. Désolé, je te coupe, mais tu te rappelles ce Grand Prix de Russie? Oui. Il y avait la victoire. Il laissait la place à Hamilton. Il finit pour laisser la place, il se laissait convaincre de laisser la place et après ça, c'est fini. Ouais. Et Hamilton allait tout le temps et c'est fini. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il a lâché, c'est pas juste une mauvaise performance, c'est qu'il faisait ce qu'il voulait l'équipe. Ouais, mais dans ce cas-ci, là, je pense que le Grand Prix de Russie en 2018, c'était dans un contexte où c'était Hamilton contre Vettel, donc pour faire mal encore plus à Vettel. Il n'y avait rien à perdre. C'est juste qu'ils voulaient casser les points pour... il a gagné à l'avance de toute façon le championnat. Ouais, parce il n'y avait rien. Ouais, parce qu'après Vettel s'est cassé lui-même, malheureusement, après ce Grand Prix. Mais je veux dire, dans ces circonstances, là maintenant que Ferrari semblait être hors du portrait, maintenant ça semble être une bataille entre à 2, voire même 3 si on ajoute Verstappen. Donc c'est là où je dis que dans cette mini-saison en plus, Bottas doit être très constant. Là, je dis pas constant plat comme ça, très constant parce que tous les points comptent. Comme Cristiano Ronaldo l'a dit, c'est comme une finale. Chaque course maintenant est une finale. Donc, si Valtteri Bottas veut prouver qu'il est capable de battre Lewis Hamilton, il doit le faire. Il doit le faire sur la piste à chaque fin de semaine. Il va laisser même petit peu parce qu'il doit faire comme Rosberg. C'est ça, comme Rosberg. Sans nécessairement faire j'allais dire des coups bas, mais vraiment tâter le terrain là pour
pas tenter un accrochage, mais du genre Ben, il doit déstabiliser défier, Hamilton. mais parce que sinon il va rester comme quelqu'un qui il est pas capable de se battre. Comme un numéro 2, en fait. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est ça, puis C'est en ça qui va plus, rester. puis en plus, dans le passé, ben, depuis qu'il est avec Mercedes, à part son abandon en 2018, Bottas a été, comment je dirais, il a été très bon en Autriche. Il a gagné en 2017, il a obtenu la pole en 2018, si je me souviens bien. Il a fini 3e sur le podium l'année dernière. Puis là, cette année, il a gagné la course, la course en Autriche. Puis là, la semaine, ce dimanche, en fait, il y aura la deuxième course en Autriche. Donc, si jamais il réussit à faire un bullseye encore une fois, il pourrait être vraiment, mais vraiment le Valtteri Bottas qu'on connaît. Encore là, comme je dis, ça va être une question de constance. Donc, tout ça, là, c'est pas seulement dans les circuits où il est fort, c'est aussi dans les circuits où, non, techniquement, il est, je dis pas techniquement, mais où il est quand même correct, je te dirais. Il doit élever son cran de jeu. Par exemple, en Hongrie, dans deux Grands Prix, c'est pas un circuit où il a été bien quand même avec Mercedes. Là, c'est le moment de prouver que c'est son moment, c'est son année. Donc, c'est ça qu'on va surveiller. Oui, si jamais Red Bull, et on va en parler tout de suite après, là, mais si Red Bull arrive justement à faire le travail, on pourra avoir un duel à 3. Donc, oui, puis je pense que Bottas, de son côté, cette année, doit forcer Mercedes à ne pas prendre de décision. Alors, ils doivent forcer Mercedes à ne pas dire « Ok, Hamilton, tu peux passer. Oui, tu peux passer Bottas, tu peux prendre la place ou n'importe quelle autre décision que Mercedes pourrait prendre pour avantager Bottas. Et même, peut-être à un moment donné, ils voient que Verstappen est en course avec Hamilton, en course avec Bottas pour le championnat du monde. Ouais. Peut-être que si Bottas est en meilleure position qu'Hamilton, peut-être que c'est Bottas qui va être avantagé. Donc, c'est important pour lui de maximiser justement toutes les courses, mais surtout en début de saison, pour montrer à Mercedes que c'est pas seulement un pion dans l'écurie, puis qu'il est capable de prendre sa place. C'est ça. Donc, est-ce qu'on va voir le Valtteri Bottas 3.0 ou ça va être un Valtteri Bottas 2.0 ou 2.5 ou 2.1, oui, aussi. C'est à voir. Donc, écoute, si c'est une petite mise à jour ou bien si c'est une grosse, on verra ça la semaine prochaine, ce dimanche, lors du Grand Prix de la Styrie. Maintenant, on va parler d'un sujet chaud. Et je vous vois Marc-André ici. C'est le moment. C'est le moment, ok. C'est le moment. Je vais avant de mettre la table. C'est ça. C'est l'incident Lewis Hamilton contre Alex Albon. Donc, je pense que c'était à la dernière relance de la course. Oui. Alex Albon sur des pneus tendres rouges contre deux Mercedes qui sont en train d'éviter d'avoir des casses de boîte de vitesse. Il souffrait. C'était de la souffrance pour la Mercedes. Les pneus commençaient à avoir de la difficulté. Et on a Alex Albon qui a l'opportunité de sauver les meubles au Red Bull Ring, le circuit à domicile de Red Bull, qui tente un dépassement par l'extérieur au virage 4 et malheureusement... Qui réussit le dépassement. Et qui réussit. Il avait réussi. Il y avait presque tout l'auto de Hamilton. Oui, il y avait la place pour le laisser la place. C'est ce qui n'est pas acceptable dans la façon dont ça s'est produit. C'est qu'il n'y a aucune façon de dire qu'Albon n'avait pas le dépassement. Il l'avait. Ouais. Il était à l'avant même. Il avait réussi un très beau dépassement, vraiment. Il devait le faire à ce moment-là. Il le savait, il l'a fait. Et c'est pour ça que je lève mon chapeau aussi à Albon, parce que c'était le moment de le faire.
Et je suppose, Marc-André, que toi, tu penses... toi, Marc-André, je sais que c'est une pénalité pour toi parce que Hamilton a une pénalité de 5 secondes. C'est rien. C'est rien. On l'a vu, il a fini 4e et Albon s'est retrouvé finalement en bas du top 10 et finalement a dû abandonner pour le même problème que Verstappen, problème de moteur électrique. Donc, est-ce que ça a un lien un peu avec l'accident peut-être? Mais je pense que c'est... Bon, aujourd'hui, je suis un peu le sourire pour cette situation-là. Dimanche, j'avais un peu une crotte sur le cœur, je dirais, mais j'ai l'impression qu'en réfléchissant puis en revoyant la séquence, je vais peut-être... Comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression qu'il y a un manque un peu d'expérience d'Hamilton pour se défendre. Oui, il n'est pas habitué. Parce qu'il n'est pas habitué de faire ça. On connaît toute l'expérience d'Hamilton. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est dans le circuit. Il a gagné des championnats du monde. Il est rendu à 6. Là, il s'en va sur 7. C'est ça? Si. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est son... Il s'en va vers le 7. Il s'en va vers le 7. Donc, on peut pas dire qu'Hamilton n'a pas d'expérience, sauf pour se défendre ou il n'a jamais eu vraiment besoin de le faire dans les dernières années. Il avait souvent la pole, avait des courses faciles, même si c'est jamais facile la Formule 1. Et là, il se fait défier. Il s'est fait défier, je vous rappelle, au Brésil, avec le même pilote qui arrivait avec une bonne stratégie. Et on dirait que quand un pilote, et habituellement, il réussit quand même à faire de façon gentleman, mais on dirait que quand il y a un pilote qui a avantage sur lui stratégiquement ou qui sent qu'il n'a pas le contrôle, c'est là où ça dérape et il fait des erreurs comme en fin de semaine et c'est ça qui me dérange un peu. Petit coup. Ouais. Tu sais, est-ce que c'était... c'était pas intentionnel, ça c'est sûr, mais je pense qu'il a, dans sa tête, il a capoté un peu, il s'attendait pas à ce que Albon soit aussi agressif. Et la seule façon qu'il a eu de se défendre, c'est de se laisser aller un peu, puis de voir ce que le destin allait lui donner. Oui, puis si je peux, ajouter mon grain de sel, je pense que Hamilton, lui, sur des pneus usés, il pouvait pas... Logiquement, il ne pouvait pas lâcher l'accélérateur parce que techniquement, tu peux pas... Un pilote ne veut pas concéder la défaite tant que la chance est encore là. Ce qui est tout à fait normal. Mais dans ce cas-ci... Mais il aurait pu se battre différemment. Oui, c'est ça. Il aurait pu se battre différemment. Il aurait pu aller un petit peu plus vers la droite, puis à partir de ce moment-là, tu te battras pour le prochain virage. Mais... C'est ça. Je te laisse aller pour ton point. Et c'est ça. Et justement, c'est exactement ça. Mais en même temps, je me dis... Est-ce que Albon aurait... Je sais, c'est quand même poser la question, c'est y répondre. Mais est-ce que Albon n'aurait peut-être pas dû attendre qu'il ait le DRS pour tenter sa chance? Il l'avait. C'était le moment de le faire. Puis justement, pour avoir le DRS pour Bottas, parce que sa stratégie, honnêtement, on parle de je sais pas si on va peut-être en parler de Red Bull et Mercedes plus tard dans le podcast, mais ok, juste après, bon, on va peut-être, je vais en parler plus tard. Mais c'était le moment pour Albon de le faire. La relance avait été parfaite du côté de Bottas, parfaite du côté d'Albon qui avait bien suivi Hamilton, a réussi son dépassement et allait s'attaquer à Bottas pour les prochains tours. Je pense qu'il en restait 5 ou 6. Alors c'était une stratégie bien mise par Red Bull et Bottas n'aurait probablement pas eu de chance non plus contre la stratégie d'Albon. Alors, c'était le moment de le faire, il l'a fait, et puis on connaît le résultat, malheureusement. Ouais, et je vais attendre Anna-Maria là-dessus. Toi, ton opinion, est-ce que c'est une pénalité ou c'est tout simplement un incident de course? Non, c'est une pénalité claire parce que c'est comme copy-paste de Brésil. Mais que c'est pas la première fois qu'il le fait. C'était pas la première fois et je crois que c'est dans les pilotes le disent tous, même lui, Hamilton, quand c'est un autre pilote qui le fait, lui, il dit la même chose. Quand
quand quelqu'un il te met la roue en avant, c'est fini. Ouais. Il faut laisser la place. Mais Albon, il a mis l'auto au complet. C'est ça, ouais. Mais il a touché juste la roue en arrière. Il a mis l'auto au complet. C'était ça qui est très C'est choquant. ça Et on peut pas comprendre. Je dis, 5 secondes pour moi, c'est chaque fois, ça C'est me fait ridicule. mal. Pourquoi? C'est ridicule. Pourquoi? Parce que lui, il reste dans la course. Lui, il va il ramasse des points. il y a encore Mais son l'autre, destin avec lui un peu. Parce qu'il peut accélérer comme il veut, il peut Oui. un petit peu choisir sa façon dont la course va terminer, même si, bon, il y a une pénalité, donc c'est jamais où il va se retrouver. Et si je peux ajouter, Albon a appris de la dernière fois, parce qu'au Brésil, bon, Hamilton avait ses torts, mais Albon aussi n'était pas blanc comme neige. Donc, au Brésil, Albon aurait pu se tasser un peu ou pour éviter le contact, donc c'était moins blanc. C'était plus gris au Brésil, Ouais. mais en Autriche, en ce moment, clair. Albon avait appris que la distance était important, puis tout était bien ficelé, et Hamilton a décidé qu'il ne cédait pas la place malheureusement, et ça l'a coûté pour moi la victoire à Albon. Alors justement, là où je parlais de Norris tantôt, Albon aurait probablement été le héros de cette course-là en raison de la stratégie. C'est vrai. Et moi, je pense aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je sais que je voulais mettre un peu d'eau dans le vin en disant que, bon, c'est sûr que Hamilton a essayé de prendre la trajectoire normale, mais quand même, c'était sa pas le moment. C'était pas le moment. Puis il y avait la place en masse. C'est ça, il y avait de la place en masse. Puis dans le pire des cas, tu prends l'aspiration, tu sais que tu as un moteur un peu plus performant, puis tu le repasses et puis tu tentes ta chance encore. Tu défends ta position, quitte même à sacrifier la victoire pour éviter de chuter. Mais malheureusement, Hamilton est fautif, donc... Et cette année, il va devoir se défendre souvent, j'ai l'impression. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Ouais, exactement. Moi aussi, J'ai très hâte. C'est ça que disait Marc-André. Marc-André disait qu'il n'y a pas l'habitude. Il se verrait, lui, il est très bon, il n'y a rien à critiquer, mais il n'y a pas l'habitude parce qu'il roulait tout le temps en avant avec toute la place pour lui tout seul. Ou à l'arrière, puis il va chercher ses adversaires. Oui, la seule C'était souvent ça. Oui, c'est ça. La seule chose qu'il faisait avant, c'est dépasser les retardataires. Ils se font avec le drapeau bleu. C'est pas grave. Il était bien, mais tu te rappelles l'année passée à Monza, il a resté tout le monde derrière Leclerc. Il était difficile. Ouais. Mais dans ce cas-là, Leclerc il est aussi très agressif. Ouais. Il n'a pas se laissé faire, c'est ça. Il est presque mis Hamilton dehors. Non, c'est ça. Ça, c'est vrai que c'était borderline ce qui s'est passé en Italie. Mais là, moi, je pense en Autriche, c'était clair et net que c'était une pénalité pour Hamilton. Là, on va parler de quelque chose d'encore... Ce qui s'est passé entre Hamilton et Albon, c'était juste une goutte d'eau dans le vase. Toute la fin de semaine, ça a été Mercedes contre Red Bull. Parce que tout ça a commencé avec cette histoire de DAS où Red Bull a porté plainte contre le DAS pour avoir plus d'explications. Au final, Red Bull a eu les explications, puis le DAS est légal pour cette année parce que ce sera banni pour l'année prochaine. Ensuite, il y a eu cette histoire du drapeau jaune, parce qu'à la base, lorsque Hamilton a rencontré les commissaires après les qualifications samedi, il a été absous, mais on a enlevé le temps final d'Hamilton qui lui a permis d'être à seulement 12 millièmes de Bottas, mais ça n'a rien changé. Et là, la Formule 1 a publié sur les médias sociaux une séquence où on voit Bottas sortir de piste et on voit une caméra 360 à bord de la voiture d'Hamilton où on voit un zoom sur le panneau, le drapeau jaune virtuel.
Et ensuite, pas très loin, on voit le drapeau, le drapeau vert virtuel. Donc, lorsque Red Bull a vu ça, ben, ils ont porté plainte le jour de la course même. Puis ensuite, et ensuite, on a appris, genre 30-45 minutes avant le départ de la course, que Lewis Hamilton avait obtenu une pénalité de 3 secondes. Et évidemment, ça a complètement frustré Toto Wolff. Et l'accrochage entre Hamilton et Albon a frustré aussi Christian Horner parce que je pense que Hamilton veut des excuses. Horner veut des excuses. Que Hamilton s'excuse, pardon, à Alex Albon. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est une guerre entre Mercedes et Red Bull qui veut commencer? Ça j'ai mon comment je dis, carton rouge pour la FIA. Oh. Parce que, oui, parce que c'est pas la première fois. Les commissaires, ça dépend, c'est qui le pilote. Le règlement, la réglementation est très claire. Ouais. Mais au moment de faire la punition, comme c'était le cas ici à Montréal avec Sébastien Vettel, ça dépend c'est qui le pilote. Si ça se passe que c'est Romain Grosjean, ils vont pas y penser une seule fois. Ils vont mettre la sanction tout de suite, ils vont dire que c'est dangereux, que c'est pas possible, mais ils ont quand même réussi à, comment dire, à disculper à Hamilton. Et c'est quelque chose de base, un drapeau jaune. J'ai dit, un drapeau jaune est 97, il a coûté un Grand Prix à Jacques Villeneuve. Et c'était un drapeau jaune pendant des essais libres. Il s'est fait disqualifier à Japon parce qu'il n'a pas respecté les drapeaux jaunes au CC. C'est vrai, je me souviens. Bon, c'est vrai. C'est des choses de base et on le voit. C'est pas juste les vidéos de la Formule 1. Il y a plein de personnes que je connais qui prennent des vidéos pendant la retransmission et mettent ça, mais il était clair. Et ce qui me dérange, c'est qu'ils ont tout plein d'écrans pour regarder ce qui se passe. C'est pas juste qu'est-ce qu'il dit le pilote. Oui, il peut dire n'importe quoi pour se défendre. Mais est-ce que toi, tu as regardé qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où il y avait quelque chose, c'est là que je suis... ça me dérange chaque fois que la fille fait quelque chose comme ça. Il faut qu'une équipe prenne une vidéo pour le montrer, pour dire, regarde, vous avez trompé, c'est pas possible, un drapeau jaune, tu peux pas passer comme ça. Quand il y a quelqu'un, il a dit, Hamilton a dit, ah non, mais j'ai vu, il n'y avait rien, après, pues, il était allé tout droit, il n'y a pas de problème, mais c'est ça, il n'y a pas de problème, tu vois rien, c'est là que tu dois lever les pieds. Parce qu'à la fin, Bottas il a fait un tout droit, et à la fin, il a fait un tête à coup quand même. Ouais, et c'est là où la seule chose, c'est qu'il n'y a pas accroché quelque chose. Ouais. C'est vrai. Et c'est là où je lève mon chapeau à Red Bull, c'est d'avoir justement souligné ça. Parce que moi aussi, je disais, bon, je trouve ça un peu louche, en fait, qu'il n'y ait pas de caméra et tout. Et quand Red Bull est arrivé avec la plainte, en fait, moi, j'ai pensé aussi, Red Bull va sauter là-dessus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Moi, je pense en même temps, est-ce que c'est un moyen tactique pour déstabiliser Mercedes? Est-ce que c'est pour cacher des problèmes que Red Bull a concernant la voiture parce que ils veulent détourner l'attention parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la voiture espérée pour rivaliser contre Mercedes, donc ils vont... Je pense qu'ils n'ont même pas besoin de la voiture pour rivaliser avec Mercedes. On l'a vu en fin de semaine à quel point l'équipe stratégique, et moi ça me fascine à chaque année, et encore aujourd'hui ça me fascine,
l'équipe technique de Red Bull en course est incroyable. La stratégie, ils ont ça dans le sang. On a rabaissé souvent Ferrari par rapport à ça en course parce que les décisions ne se prennent pas chez Ferrari. Il faut rentrer au puits, on ne sait pas si on veut rentrer, est-ce qu'on va rentrer, on prend pas de décision, la chance passe et ils perdent tout simplement le contrôle de la course alors que Red Bull, tout au long de la fin de semaine, ils ont contrôlé le potentiel de quelque chose, alors que Mercedes contrôle la voiture. Et simplement. Red Bull, dès la qualification, a décidé que Max Verstappen allait porter des pneus médiums. Pourquoi? Pour avoir un meilleur train de pneus et qui dure plus longtemps et pour potentiellement passer Bottas à la régulière lors du passage au puits. C'est ça. Et pour être plus rapide à la fin. Ils perdent cette magique stratégie-là lors de l'abandon malheureux de Max Verstappen. Et alors qu'on s'attendait pas du tout à ça, la seule écurie qui sort avec des pneus tendres à la fin, après le 2, c'est la troisième voiture de sécurité, je pense. Ou la deuxième, la dernière en fait, on va utiliser le mot dernière. Alors après la dernière voiture de sécurité, ils décident de sortir avec des pneus tendres et encore une fois, dans la deuxième séquence de la course, Red Bull avait la stratégie gagnante pour gagner cette course-là. Et c'est là où je mets mon petit bémol. La victoire chez Mercedes n'est pas assurée cette année grâce à l'intelligence de la stratégie chez Red Bull. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en voir non plus. Non, moi je pense que ça va être une guerre de tous les instants. Ils vont se picosser où ils peuvent se picosser. Puis Mercedes n'a jamais eu autant de pression, j'ai l'impression. Oui, et vous voulez savoir quoi avant de passer à l'autre sujet? Red Bull est en train de trouver un moyen d'avoir un DAS plus extrême dans sa voiture. Maintenant qu'ils savent ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Il est légal, hein? C'est légal. Peut-être c'est ça la stratégie. Et Red Bull, il demande, il fait la plainte légalement. C'est pas comme il a fait avec Ferrari, qu'il y a juste des rumeurs. Il a fait la plainte. Il fallait que la fille dise illégal, illégal. C'est illégal, mais maintenant. Là, c'est légal. Et en plus, ce qui est important de mentionner, c'est qu'au moment où Mercedes est arrivé avec cette le fameux DAS où on pensait pas qu'aucune autre équipe allait la reproduire. Mais à ce moment-là, la pandémie de la COVID-19 n'était pas encore arrivée. Et on pensait à 2021, donc aucune équipe ne se serait concentrée à créer ça durant la saison parce qu'il y avait déjà d'autres chats à fouetter avec la voiture 2021. Alors que là, ils ont seulement ça à faire, c'est de créer cette fameux DAS qui... Je sais pas comment ils vont faire ça, j'ai bien hâte de voir, mais... Et en plus, ils ont donné l'explication déjà. Exact. Donc là, et la FIA probablement, je n'ai pas lu, il y avait sûrement un document là pour... Non, mais là, c'est le petit tip, c'est qu'il fallait qu'il explique pourquoi c'est pas un élément aérodynamique additionnel. Et dans l'explication, Red Bull prend l'information. C'est ça, ils ont pris l'information comme ça, dès qu'ils ont le système, dès que c'est prêt à être innové, là ils vont pouvoir rivaliser contre Mercedes au cours de la saison si jamais on doit aller au-delà de 8 courses. Donc, et je pense aussi que j'ai sous-estimé Albon. Ouais. Je pense vraiment qu'il va surprendre cette saison et peut-être même le championnat du monde chez les constructeurs et moins sûr chez Mercedes. Après la course en Autriche où j'ai adoré la façon dont Red Bull ont géré ça malgré les 2 abandons. Faut pas l'oublier. Ils l'ont obtenu un gros 0 point. Ouais, ça mais fait pas mal. Tout est en place pour que la saison se passe bien. Alors si tout peut tenir, on va avoir une grande saison et en plus
Ça va être une saison. Ouais. C'est une saison imprévisible. Alors déjà, on a déjà la première course l'était déjà avec tous ces abandons. On ne sait jamais. Peut-être qu'en Autriche, on pourra avoir un autre un abandon, un double abandon Mercedes. On ne le souhaite pas. Et là, c'est C'est parce que peut-être. Et c'est supposé d'être avec la pluie en plus. Ça se peut qu'il fasse pas beau. Ça se peut qu'il fasse non, pas beau. parce Peut-être que, non. regarde, c'est comme toujours la première course se passe en Australie. Ouais. Maintenant, il s'est passé ici, mais ils vont ils vont corriger. Oui, ils vont corriger. Ils vont Fait que corriger. s'ils corrigent tout, ben, peut-être on va retourner à la même chose. C'est vrai. Ou peut-être une domination Mercedes. On avait parlé de Lando Norris dans nos performances du jour. Je pense que c'est vraiment c'est unanime, je dirais en fait. Ça a été la star du week-end. Là, on va aller un peu plus en détail parce que on en a parlé. Norris, bon, deux derniers tours exceptionnels, dont le dernier où il obtient le meilleur tour en course. Mais dans l'ensemble, il a été sans reproche. Bon, il a peut-être perdu 2 places au départ, mais c'était face à deux voitures rapides. Il s'est qualifié 4e, c'est son meilleur résultat en qualif actuellement. Par 3e, fait un très bon départ. On en avait parlé justement, Marc-André. J'avais dit que ça allait être ma surprise de la saison. Mhm. Et je pense que moi, je m'attendais en Autriche que ce soit Carlos Sainz qui Moi aussi. arrive et soit devant. Mais là, c'est Norris avec 2 tours exceptionnels, un dépassement remarquable sur Sergio Perez. Est-ce que s'il continue comme ça, ben Norris pourrait pas vraiment devenir, comme je disais, la vraie surprise de cette saison? Là, j'en avais parlé avec Marc-André. J'aimerais ça avoir l'opinion d'Anna Maria. Mais qu'est-ce que je disais l'année passée, c'est que Nori, il est très bon. Il est très bon. La seule chose l'année passée, c'est que toutes les malchances, il arrivait. Oui. Toutes les malchances des moteurs que c'était, des moteurs qui étaient en feu, des accrochages qui se passent à faute, Ouais. des abandons. Fait que on dirait que tous les malheurs étaient pour lui. Oui. Et en plus, quand il roulait bien en avant, il était toujours qu'il fallait travailler en équipe avec ça. C'est ça. Maintenant qu'il va. Maintenant que Sainz n'est plus là, parce qu'il est avec Ferrari, ben c'est sûr, ils vont donner la. C'est lui qui va avoir le choix. Puis je pense aussi qu'il se prépare pour affronter Daniel Ricciardo, qui est, je dirais, qui est un niveau un peu plus élevé que Carlos Sainz. Ricciardo a gagné des Grands Prix, donc si Norris, qui en est à sa 2e saison par ailleurs en Formule 1, veut prouver à McLaren que c'est pas on sait que c'est pas un dude pick, mais si il est C'est pas un petit chihuahua, là. Non, c'est pas un chihuahua, je dirais même. S'il peut agir en pitbull, si on reste dans le terme des chiens. S'il peut agir en pitbull au cours de cette saison, là, McLaren va être super content. Il sera super content parce qu'il va avoir 2 pilotes avec un moteur Mercedes aussi, puis un châssis qui risque probablement, si tout va bien, d'être super performant. Il va pouvoir monter plus qu'une fois sur le podium et à la régulière, pas en profitant des pénalités. Donc moi, c'est ce que je vois de Norris, c'est que cette année, c'est une année où il va primordial, où il va se prouver encore plus. Et ce qu'il a fait en Australie, ces 2 derniers tours, ma foi, j'ai regardé ses temps au tour là, sur YouTube. Il est allé les chercher, là. C'était magnifique. On a oublié de le mentionner, il a gagné le point Bonnie pour le meilleur tour aussi. Oui. Qui est quand même un point important et qui est, habituellement, ça appartient soit à Red Bull, à Ferrari, à Mercedes, et si jamais une écurie réussit à aller au puits parce qu'ils ont
une avance et sont trop loin pour aller chercher un autre adversaire. Habituellement, ils vont rentrer au puits pour aller voir le meilleur pneu et avoir le point. Mais là, il est allé la gagner à la régulière, donc chapeau encore à Norris. Et justement, tu parlais de je pense que Norris ne... Pas qu'il s'en fout de cette saison-ci, mais il pense à celle de l'an prochain. Et c'est pour ça qu'il va être aussi bon cette année. Et j'ai l'impression que McLaren vont peut-être se gratter la tête aussi pour l'an prochain. Parce que, bon, tu accueilles un nouveau pilote avec beaucoup plus d'expérience, qui a montré à quel point il pouvait être bon et que s'il avait la voiture pour combattre ou pour se battre, en fait, il pourrait même gagner un championnat du monde parce que je pense dans l'art de retarder des freinages, il y a personne de meilleur que Ricciardo et ça prouve sa valeur. Ouais. Mais Norris, en ce moment, s'il continue comme ça, et j'ai l'impression qu'il va continuer comme ça, il va faire gratter bien des têtes chez McLaren. Oh que oui, j'ai hâte de voir Ils ça. sont habitués à McLaren. Ah oui, ils sont là. Parce que deux pilotes numéro 1 dans une écurie, habituellement, c'est pas trop bon. Ouais, il y a un Senna Prost. Il y a eu Senna Prost, il y a eu Alonso Hamilton, Hamilton Hamilton. comme futur numéro 1. Il y a Hamilton. Lauda aussi. Il y a eu Hamilton Rosberg aussi. Et ça, c'est... Selon bien des gens, on pourrait avoir un Hamilton Vettel même. Ah non. Ah, mais pourquoi? C'est quoi le problème? Ça serait bien chez Mercedes. Ça serait... Hamilton, Vettel. Non, mais est-ce que Toto serait Wolff... interminable. Ça serait très bien pour Mercedes. Mais est-ce que Toto Wolff serait prêt à avoir d'autres crises de nerfs ou ben justement faire du karaté avec ses tables? Je pense pas. Je pense pas. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il aime Bottas, parce qu'il était confortable. Mais je pense que si Bottas il commence à montrer son lui-même, Ouais. Ça il va va être... commencer à donner des coups. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Si Bottas réussit à sortir les griffes, on revient sur le sujet, il réussit à sortir les griffes, il a réussi une année impeccable, peut-être soit en gagnant un championnat du monde ou en le perdant, mais de quelques points, et que Norris, et que Hamilton? notre cher, non, Russell? George Russell réussit une belle saison. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que moi, je pense que tu peux pas garder Russell chez Williams, mais si Bottas fait une excellente saison, tu peux pas le rejeter non plus. Mais regarde, c'est pas la première fois. Il laissait aller Pascal, il laissait aller Ocon. Maintenant, c'est Ion Roussel. Mais je pense que George Russell est une perle rare. J'ai l'impression. Oui, mais c'est ça qu'on pensait d'Ocon, ça fait bon, 3 années à l'arrêt. Je pense que les Mercedes n'ont jamais cru en lui, puis ils ont prouvé, parce que Bottas n'avait pas une grande saison quand il aurait pu faire amener Ocon. Ouais. C'est... Mais je dois dire que Ocon est encore, même s'il est chez Renault, apparemment est encore un pilote Mercedes. Ça, c'est un grand mystère. Est-ce que c'est un pilote? Est-ce qu'il appartient maintenant à Renault ou bien c'est juste Mercedes qui l'a prêté? Non, mais Ça, la c'est une dernière grande fois question. que j'ai écouté, il était comme libre déjà. Ouais, il était Parce que libre, je pense, mais c'est l'année passée qu'il était coincé avec Mercedes, mais cette année, libre. il est libre, il cante libre. En Formule 1, c'est jamais clair. C'est jamais Mais clair. quand le pilote est libre, il y a deux problèmes. Il faut qu'il performe Ouais. où lui est pour trouver la place parce qu'il appartient à personne. C'est ça. Et il devient plus confortable parce que ça peut arriver qu'il reste dehors aussi. C'est vrai. Parce que regarde, Ricciardo maintenant, lui, il trouve la place, mais il faut performer. Ouais. Il suit l'argent. Ouais. Mais on paye cher aussi. Mais regarde, chaque fois que Red Bull a laissé un pilote libre, il restait un peu dehors de la Formule 1. Ouais, c'est vrai. Là, on a parlé de Lando Norris et des succès.
Parlons d'une équipe, my God, qui en a arraché, là. Ouf. Et j'ai pas... J'ai longtemps pensé à ce titre. For Ferrari sake, ou en trois mots, FFS. Si vous remplacez Ferrari par le mot, un mot populaire en F, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, my God, Ferrari... je dirais pas le mot. Ouais, je dirais pas le mot en F. C'est probablement Fiat ou Ferrari, mais beaucoup plus vulgaire. Mais ça a été compliqué pour Ferrari. Oui, Charles Leclerc a obtenu un podium, mais Sébastien Vettel de l'autre côté, écoute, Vettel et Ferrari, je sais pas, mais on le voyait déjà qu'il y avait des tensions. Le fait qu'il ait dit en conférence de presse que ils ont tout simplement décidé de ne pas renouveler son contrat et que Mattia Binotto a dû s'expliquer par une excuse un peu shady, je trouve, que c'est à cause de la pandémie du coronavirus qui a fait que Ferrari a décidé de ne pas renouveler son contrat. Ridicule. C'est de la boule. C'est de la boule. Et là, et en plus, et sa course aussi, éliminée en Q2 pour partir 11e, a même pas fait beaucoup de... n'a même pas pris beaucoup de positions, est resté derrière quelques tours, derrière Lance Stroll qui avait des ennuis avec sa Racing Point. Et ensuite, ce dépassement inutile sur Carlos Sainz. Et même en course, il a été dépassé par Daniel Kvyat, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi aussi. Mais il y avait des problèmes dans l'auto. Et c'est ça. Il faut prendre les deux affaires séparées parce qu'il ne faut pas juste blâmer les pilotes. Il faut regarder qu'on peut mettre un carton rouge sur Ferrari. Leclerc, il s'est retrouvé là dans le podium pour la chance. Ouais. Aussi, parce que lui aussi, il restait, il était presque resté aussi avec Vettel en Q2. Ouais. Même qu'il a demandé à la radio si oui, c'est réussi, mais je suis désolé, mais la performance de l'auto, il était... It's crazy. Oui. Regarde, le Racing Point était mieux. Ouais, c'est vrai. Ça se peut pas. Exactement. Mais oui, tu peux dire que Vettel y a trompé, Vettel y a foutu ta coup encore, mais l'auto, il n'était pas bien le fin de semaine. Même si dit la performance de Leclerc était excellente, l'auto, regarde, c'est des excuses. Ouais. C'est des excuses, ça ne marche pas. Ouais. C'est difficile à commenter parce que c'est une voiture qui est lamentable. Honnêtement, pour une écurie qui est supposée pratiquement dominer le sport, c'est pratiquement honteux de mettre une voiture comme ça sur la piste, là. Mais je comprends pas comment est-ce qu'ils ont fait, parce qu'il fallait corriger. L'année passée, Binotto a dit on s'est trompé dans les dessins. Il était mal conçu, c'est pour ça qu'on a des problèmes. Mais il essayait de régler les problèmes. Et je pense que qu'est-ce qu'on a vu est pire. Parce que parce que là, ils n'ont aucune vitesse pure. Ouais. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est... Il n'y a rien, mais à Austrie, c'est comme Ferrari, c'est là qu'il était bien, c'est là qu'il performait un petit peu plus, parce que c'est là le problème de Mercedes avec les moteurs, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas réchauffer. Et Ferrari, mais oui, il a resté fiable, mais il n'y a pas la vitesse. Et comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Il y a la même réglementation, c'est les mêmes motos. Ils ont été allés à l'arrière. Oui, c'est vrai. Je sais qu'ils ont justement voulu se concentrer peut-être davantage sur l'aérodynamisme, mais c'est ridicule là, à quel point ils ont
ils ont baissé dans le rendement total de la voiture, alors que l'aérodynamisme va pas. Tu peux pas dire qu'ils se sont améliorés non plus dans l'aérodynamisme. Donc c'est là qui est vraiment dommage pour les tifosi puis pour tous les fans de Ferrari. C'est malheureux pour eux parce qu'ils vont connaître une saison excessivement difficile. Oui. J'ai été très frustré de la fin de semaine de Red Bull avec 0 points. J'ai l'impression que les tifosi pourraient connaître un titre de saison comme ça. Ouais. Puis aussi, on parlait d'avoir probablement une nouvelle voiture pour le Grand Prix de Hongrie, mais avec ce qui s'est passé, entre autres avec Sébastien Vettel, ben, ils vont amener les développements de la voiture pour la course, pour le Grand Prix de Styrie. C'est à voir est-ce que les pièces, tout le développement qui a été fait pour la nouvelle voiture sera aussi bonne ou ça ne changera rien, parce qu'il faut préciser aussi que lors de la séance de qualification, ben, d'abord, Ferrari a perdu 7 dixièmes sur les longues lignes droites du Red Bull Ring, mais aussi en qualification, ils ont inscrit des temps plus lents cette année que ce que c'était l'année dernière. Donc, moi, je pense que c'est le moteur le problème. Oui. C'est parce que c'est pas seulement avec Ferrari en tant que tel, l'écurie, c'est avec Haas et Alfa Romeo qui a été pire dans Mais tout oui, ça. c'est tous les moteurs Ferrari. C'est pour ça qu'on ne peut pas blâmer juste Vettel. Parce que, regarde, Kimi Raikkonen, avec toute l'expérience que lui il a, il s'est retrouvé à l'arrière. C'est ça. Toutes les équipes motorisées pour Ferrari, ils étaient à l'arrière, ils étaient loin. Ouais. Ils ne pouvaient se battre même pas. Et les changements qu'ils disent, ils vont faire des changements dans la voiture, ça ne va rien changer. Ouais. Chaque circuit, c'est différent. Ils ont tout préparé pour Hongrie. Pourquoi ça va marcher à Austrie? C'est ça. Si c'est le statu quo, c'est clair qu'on aura peut-être la même chose. Exact. Est-ce qu'ils vont mettre un nouvel moteur? Ouais, en plus, c'est le règlement moteur. Ben, oui, c'est 3, il ne peut pas aller trop loin. Il peut pas aller trop loin. Mais oui, il peut s'aller un nouveau, mais ça va leur coûter un moteur. Ça va les coûter après. C'est ça, sur une saison de 8. Et c'est lui, le dernier Grand Prix. Il faut qu'il roule encore. C'est ça, il faut qu'il continue à rouler. Donc, surtout sur le même circuit où tu perds 7 dixièmes, essayer de gruger cela en une fin de semaine, ça va être hyper compliqué. C'est pratiquement impossible de réussir ça. À moins qu'il y ait encore des bricoles comme ils ont probablement fait l'année passée. Mais c'est pas Red Bull, hein? C'est pas Red Bull que peut bricoler à la dernière minute. Non. Mais oui, des fois, on pouvait voir à Adrian Newey avec son exacto en train d'affiner son aéro. Oui. Ah, ça, c'est... Ça, c'est pas Ferrari. Pas sûr que... Ça, c'est typique Red Bull, ça. Carrément Red Bull. Mais Ferrari, ben, malheureusement, ben, on connaît la gamique. C'est tout le temps... J'ai aucune idée de ce que je fais, là. Ça ressemble. Les dernières années, c'est incompréhensible la façon dont Ferrari se comporte. C'est toujours un peu flou. Même eux, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas où ils s'en vont, des fois. Là, en ce moment, l'an dernier, la voiture était mal née. Aujourd'hui, la voiture est encore mal née. L'an dernier, il était supposé... Bon, la voiture était pas si bonne. On pensait beaucoup à cette année. Là, est-ce qu'on va se dire la même chose? On va passer à l'an prochain, mais l'an prochain, ça va être la même chose? Ouais. Mais c'est ça qu'ils font depuis... Exact. C'est ça qu'ils font. Ils pensent toujours à l'année prochaine, mais l'année prochaine, ils n'arrivent jamais. Ouais. Et là, la difficulté, c'est que là, je vais vraiment nous transporter l'an prochain, donc en 2021. Ils vont vraiment devoir penser à l'an prochain. Donc, il faut que la voiture soit bien née. Parce que sinon, tu ne pourras pas faire beaucoup de... Je pense que l'an prochain, ça va être une année très difficile au niveau du développement de la voiture. Parce que les écuries vont vouloir se concentrer énormément sur 2022. Oui. Pour avoir la
meilleure voiture possible en 2022 et ajuster les petits problèmes et tout ça pour les autres années qui vont s'en venir. Alors, l'année 2021 va être cruciale, comme celle de 2020 aurait dû être cruciale si jamais la pandémie n'était pas venue se mettre le nez là où on ne voulait pas. Mais non, écoute, j'ai peur pour Ferrari, j'ai peur pour leurs fans parce que ça pourrait être des années sombres où j'ai l'impression où ils savent pas où ils s'en vont. Puis est-ce qu'ils vont retourner à la vitesse pure? Est-ce qu'ils vont tout mettre sur l'aérodynamisme? Mais ils peuvent pas battre Red Bull là, au niveau de l'aérodynamisme. Et encore moins, c'est de se jeter dans la gueule du loup d'essayer de battre une franchise comme Red Bull qui... C'est ça, c'est des maîtres dans cet art-là et personne pourra les battre comme McLaren tente depuis des années. Ils réussissent jamais. Mais dans l'histoire, Newey a toujours battu Ferrari. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, si tu regardes les autos qu'il a construits, il a toujours été devant gagnant. Ferrari. Et comme on dit, ben, j'ai dit ça, j'ai dit rien encore. If you can't beat them, join them. Donc, ça veut dire... Ben non, je pense pas que Adrian Newey va aller chez Ferrari. Je pense qu'il est bien chez Red Bull de toute façon. Non, il est très bien. Puis, mais j'espère qu'il est en train de léguer ses pensées et surtout son talent à un jeune prodige comme lui parce que quand il va prendre sa retraite, ça va être une grande perte pour Red Bull. Alors j'espère qu'il n'y a pas un petit Newey numéro 2, là, 2.0 qui se cache, là, qui peut-être pas né encore d'ailleurs. Ben, je sais pas, peut-être à 20 ans. Non, il y a son fils. Il y a son fils Harrison. Ben, il y a son fils Harrison qui est un pilote de course. Donc, je sais pas si... Ben, je suppose que ben, il est bon quand même, son fils Harrison. Il est bon, mais pas comme Verstappen. Non, pas comme Verstappen. Donc, je sais pas si il est aussi calé que son père côté mécanique. Non, c'est pas la même chose. Mais pour ce que Ferrari, je suis désolé pour Sainz. Et finalement, Vettel, c'est une bonne chose qu'ils n'ont pas signé parce que sinon, c'était long le calvaire. Ben, on verra parce que c'est quand même la première course de la saison qu'on a vue. Ça va passer vite. C'est 2 mois, voire même un peu plus si on n'a pas une deuxième vague qui force tout. Là. Les décimes, les petites distances difficiles à couper. C'est vrai. Donc, peut-être que Sainz va vouloir négocier avec Ricciardo pour lui donner son baquet chez Ferrari. Oui, je me dis pour lui, il voit sa McLaren dans les podiums et la Ferrari derrière. Ah, mais est-ce que Ricciardo va accepter? Ça, c'est pas cool, hein? Non. Mais est-ce que Ricciardo va accepter? Une fois, Button, il a laissé William après signer. Oui, c'est vrai, Button qui avait signé chez William. Il avait signé et William et BMW est parti. Oui. BMW est parti, mais que Button il a payé pour... Oui, ça c'est vrai. Pour finir son contrat sin même pas aller. Mais Sainz est déjà fait parce qu'il y a déjà remplaçante. Oui, exactement. Donc, moi j'ai hâte de voir ce que Ferrari va faire pour les prochaines courses. Alors, est-ce que vous pensez que Ferrari va pouvoir revenir ou bien ça va être le statu quo? Vous pouvez donner votre opinion sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, ou bien même dans les commentaires sur YouTube aussi. Partout en fait où on est présent. Et pour compléter cet épisode, il faut qu'on parle des catégories juniors parce que tout comme la Formule 1... Une dernière chose. Oh oui. Une dernière chose que je n'ai pas oublié, c'est l'incident de Kimi Raikkonen qui perd sa roue. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop parlé, mais c'est quelque chose de très dangereux. Oui. C'est très inacceptable, oui. Oh, oui, il était pénalisé par, je pense, 5 000 euros. Ouais. Mais
c'est pas assez quand je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'a pas marché, mais il a roulé quand même plus d'un tour avant de perdre sa roue parce C'est qu'il a vrai. perdu juste dans la relance et c'est quelque chose de très dangereux si une équipe il voit qu'il est mal posé, il faut qu'il arrête tout de suite. Il y a des sensors qui avisent, il y a Oui. tout en place pour que ça marche, mais il est quand même c'est quand même passé et c'est quelque chose en Formule 1 qu'on fait, on travaille depuis longtemps pour pas que ça arrive. D'habitude, la roue il est accroché pour pas que ça sorte quand l'auto y accroche. Mais c'est un incident qu'il ne faut pas le laisser passer comme ça. Ah oui, c'est vrai. Et c'est très et c'est bien que tu le mentionnes parce que Oui, c'est vrai. ça c'est très dangereux. Puis on est quand même heureux que qu'il y a Le halo existe. le halo existe premièrement et que deuxièmement que les pilotes aient été capables D'éviter. de l'éviter Ouais. justement et que ça ne frappe personne, les commissaires, parce que je me souviens justement, il y a une vingtaine d'années au Grand Prix d'Italie, et même en Australie 2001, il y a eu des commissaires qui ont été frappés mortellement par des roues qui ont été projetées. Donc, Oui. une erreur comme celle-ci doit être punie. 5 000 $, 5 000 C'est pas euros, beaucoup non plus. c'est pas beaucoup. Moi, je pense que tu peux les frapper un peu plus. Tu peux aller soutirer 10 000 à peu près pour quelque chose d'assez dangereux. Parce que, heureusement, ça s'est passé sur un circuit où il y a quand même beaucoup Mais parce zones que de dégagement. il est déjà arrivé qu'il y a des commissaires qui étaient morts parce qu'ils se fait frapper por une roue. Oui. Et finalement, en 2009, je pense, il y a un pilote qui était tué. Oui. Juste parce que la roue de l'auto en avant s'est décrochée et est allé juste le frapper. Oui, ça c'est vrai, je me souviens. C'est Henry Surtees, le fils du regretté John Surtees, qui avait été frappé malheureusement à la tête par une roue qui était qui s'était détachée après un accident à Brands Hatch en 2009. Donc, je pense qu'il fallait qu'on le mentionne. C'est très bien. Il fallait réviser le contrôle de qualité de Alfa Romeo. Oui. Il va falloir qu'il le fasse parce que. Et même toutes les écuries aussi, parce que si jamais ça devait arriver, ça va être très compliqué. Donc, merci beaucoup Anna Maria d'avoir glissé un mot parce que je pense que ça aussi, il fallait qu'on en parle. On va parler des catégories juniors. Donc, c'était le retour de la Formule 2 et de la Formule 3 en fait, les catégories juniors. Donc, c'est le retour aussi du segment en route vers la Formule 1. Donc, il y avait, comme d'habitude, 2 courses dans les catégories. Il y avait la course feature, qui est la course la plus longue de ce meeting, et la course sprint le lendemain. Alors, en Formule 2, c'est Callum Ilott, le pilote britannique, qui a remporté cette épreuve devant les recrues Marcus Armstrong et Robert Schwarzman. En fait, c'est un triplé Ferrari, parce que les 3 appartiennent à l'académie Ferrari. Et ensuite, on avait Christian Lundgaard, dont on a glissé un peu un mot en début d'épisode, qui appartient à l'équipe, à l'Académie Renault, qui finit 4e. Dan Ticktum, qui appartient à Williams, finit 5e. Giuliano Alesi finit 6e. Louis Deletraz, qui appartient à Haas, 7e. La recrue, le Brésilien Felipe Drugovich, termine 8e. Et ainsi, comme il y a une course... comme il y a une deuxième course, on inverse la grille entre les premières et la 8e place. Donc, Drugovich, de ce fait, allait partir en pole pour la course sprint. Il a terminé 8e. Nobuharu Matsushita termine 9e. Et Roy Nissany, l'Israélien qui appartient à Williams, termine 10e. Et il faut souligner que Guan Yu Zhou, dont on a parlé aussi dans le premier bloc, a obtenu la pole position, mais malheureusement a eu des problèmes avec sa voiture, donc a dû abandonner. Et Mick Schumacher, lui,
a terminé 11e, mais aurait pu gagner cette course, aurait pu se battre pour la victoire, mais a commis une erreur dans cette course cruciale en fait, où c'est le même système de points qu'en Formule 1 en fait, donc ce sont les 10 premiers qui marquent. Mais il s'est repris dans la deuxième course où il a fini 7e, dans une course remportée justement par Felipe Drugovich. Louis Deletraz a fini 2e et Dan Ticktum 3e. Schwartzman, qui est d'ailleurs, il faut préciser, le champion en titre de la Formule 3, termine 4e. Christian Lundgaard 5e. Nobuharu Matsushita 6e. Schumacher 7e. Jack Aitken, qu'on en a parlé, qui est membre de l'Académie Williams, termine 8e. Callum Ilott, le vainqueur de la course principale, termine 9e. Et Nikita Mazepin, dont le père a voulu acheter Racing Point et Renault aussi, a fini 10e. Et ce sont les 8 premiers qui marquent, donc Aitken a obtenu le dernier point disponible. En Formule 3, encore un autre pilote de l'Académie Renault, l'Australien Oscar Piastri, a remporté l'épreuve sur Prema. Ensuite, il y a l'Américain Logan Sargent qui a fini 2e, donc c'est un doublé Prema. Et mention honorable, ça aussi je pourrais l'ajouter comme performance du jour globalement. Alex Peroni a fini 3e, c'est son premier podium, mais c'était aussi sa première course depuis ce fameux accident à Monza où il a fait un vol plané après avoir roulé sur un vibreur à la Parabolica. Il a dû manquer le reste de la saison en raison de blessures, je pense au cou puis un peu au dos aussi. Il est revenu en force avec une belle 3e place. Frédéric Vesti termine 4e. Lirim Zendeli 5e. Liam Lawson 6e. David Beckman 7e. Richard Verschoor, le vainqueur du Grand Prix de Macao 2019, 8e. Alex Moliard 9e. Et Clément Novalak, un Français qui court avec la nationalité britannique, termine 10e. Et dans la course numéro 2, Liam Lawson a remporté la course devant Verschoor et Novalak. Beckman finit 4e, Zandeli 5e, Vesti 6e, Smoliar 7e, Piastri termine 8e, Enzo Fittipaldi, qui est le petit-fils de Emerson Fittipaldi, 9e, et Max Futrell, qui est, je pense, aussi un membre de l'Académie Renault, termine 10e. Donc, il y aura une course la fin de semaine prochaine, toujours au Red Bull Ring. Donc, en fait, les 8 courses de Formule 1 qu'on va voir en Europe, vous allez voir aussi les épreuves de Formule 2 et de Formule 3. Donc, si vous avez F1 TV, vous pouvez regarder les courses dans son intégralité. Ou, si vous avez TSN, vous pouvez regarder les courses de Formule 2 aussi, soit sur une des 5 chaînes ou sur l'application TSN Direct. Ou regarder les faits saillants de la course sur YouTube. Les courses sont très excitantes et je pense il y a du talent en stock dans ces séries. Et petit mot en fait, juste rapidement avant de conclure cet épisode, qui voyez-vous remporter ce championnat de Formule 2? Juste comme ça, là. C'est une bonne question. J'ai pas encore de... C'est trop tôt. C'est très tôt. C'est trop tôt. J'aime beaucoup Xu, qui est un excellent pilote. Est-ce qu'il va réussir à gagner cette saison? Ça pourrait être intéressant. C'est sûr qu'il a connu un début de saison assez difficile. Mm-hmm. Mais c'est assez tôt, là, surtout dans cette compétition qui est assez, comment je pourrais dire, surprenante à l'occasion. Oui. On sait jamais trop à quoi s'attendre de cette compétition, donc j'aurais de la misère à me lancer dans le bain des prédictions, je dirais. Ouais. Et toi, Anna Maria? La même chose, je pense que c'est trop tôt, il faut attendre un petit peu parce que ça va trop vite aussi. Mm-hmm. Il y a les courses qui sont pendant la Formule 1, mm-hmm. La F2, mais la F3 aussi fait des courses tout seul. Ouais. Aussi. Mais c'est trop tôt pour dire. En plus, la F3, il arrive des gens, des nouvelles, fait qu'on ne sait pas c'est quoi ce qui va arriver. On sait toujours que c'est un préma.
Ouais, vraiment. Ben déjà, ça part bien. Que c'est vraiment, mais... Ça part bien. Ils ont obtenu un doublé avec Piastri et Sargent dans la première course. Donc, moi, je pense que Prema risque de gagner le championnat. Mais sinon, moi... C'est plus difficile. Ouais, c'est souvent difficile aussi. Mais on peut descarter Nissani, Mazepin. Ouais, on peut écarter ces deux-là. Ben, je veux dire, Nissani... On peut le mettre de côté. Ouais. Tous, ils ne vont pas gagner là. Ouais. Ben, déjà que Nissani a obtenu un point, ce qui est bien, mais je pense pas. Ça y était surpris, hein. Ouais, ça, j'étais surpris aussi. Mais il a fait de beaux dépassements au moins, donc ça, je lui lève mon chapeau. Sinon, moi, je me lance tout de suite. Moi, j'hésite entre Guan Yu Zhou et Callum Ilott parce que je pense que Ilott a montré de bonnes choses. Mais moi, mes outsiders, je pense, Robert Schwarzman et Marcus Armstrong sont deux très bons pilotes. Et évidemment, avec un volant chez Alfa Romeo qui pourrait se libérer l'année prochaine, ben ces deux-là pourraient montrer leurs dents. Donc, moi, je pense que cette année, ces deux-là risquent de devenir des outsiders complets à cette saison de Formule 2. Donc, c'est à Ça vous. va être intéressant à suivre si jamais F1 TV tient la route. Parce que j'ai eu énormément de difficultés à écouter les courses. Même après la diffusion originale de la course, je n'étais incapable de l'écouter. J'ai finalement réussi par... Je dirais, heureusement, j'ai réussi à pogner la course, mais j'ai eu beaucoup de difficultés, donc je souhaite que ce soit plus facile prochainement. Que ce soit plus stable, ouais. Non, j'étais allé à RDS, c'est tout. Non, moi aussi, j'étais à RDS, puis j'ai pas puis j'ai été très heureux de voir Patrick Carpentier commenter la Formule 1. Oui, vrai. J'aimais beaucoup aussi quand il explique qui Vettel y arrive, il explique qu'est-ce qui se passe à la voiture à chaque fois. Ouais, puis c'est... Il y a une fois où j'aimais parce que tout le temps les commentaristes disent encore ils font tête à coup, mais lui il expliquait clairement qu'est-ce qui se passe avec la voiture. Ouais. Il y a une fois où j'ai senti qu'il n'a pas voulu répondre à une question. Je pense que c'est Pierre qui lui a demandé son opinion sur quelque chose, puis il a toujours évité la question. C'était sur son opinion de pilote, puis il a pas voulu se nager dans le bain, on dirait. J'aurais aimé savoir son opinion, mais sinon, non, c'était le fun de le voir, puis il est très bon, vraiment. T'es très heureux de le voir, ouais. Je voudrais qu'il reste longtemps. Ben, c'est ça. C'est que en fait, pour ceux qui ne savent pas, Patrick Carpentier remplace Bertrand Hood qui est en congé. Donc, oui, Bertrand Hood va revenir à la mi-août. À la mi-août, exactement. Donc, probablement, soit entre le Grand Prix d'Espagne ou de Belgique, ça reste à voir. Puis même, puis même après quand la saison va reprendre. Mais oui, Patrick Carpentier sera là pour les prochaines courses. C'est ce qui complète cet épisode du Bulletin F1. Alors, évidemment, on revient la semaine prochaine parce que il y a le Grand Prix de la Styrie cette fin de semaine. Le bulletin de notes de la première course de la saison est disponible sur notre sur notre site internet bulletinf1.com, et si j'ai un blanc de mémoire. Et il y aura aussi l'avant-course du Grand Prix de Styrie que Brian est en train de concocter en fait. Donc pour l'une des premières fois en fait depuis un bon bout, c'est pas moi qui fais l'avant-course, donc c'est Brian qui le fera. Ensuite, si vous voulez réagir à ce podcast ou sur tout ce qu'on dit sur la Formule 1, on est sur Facebook à facebook.com/bulletin F1. On est sur Twitter @le bulletin F1. Et on a même une page Instagram qu'on va essayer de mettre à jour un peu plus parce qu'on a été un peu en pause aussi sur Instagram. Donc c'est instagram.com/le bulletin F1. Et si vous voulez écouter les épisodes, vous pouvez le faire. C'est sur notre site bulletinf1.com ainsi que sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et sur toutes les plateformes de podcast préférées. Alors, c'est ce qui conclut en fait cet épisode. Marc-André, Anna Maria, un gros merci.
Merci à toi encore. Merci à toi et merci à tous qui nous suivent pour écouter. Oui, ça nous fait grandement plaisir. Si vous avez aimé ça, partagez-le. Répandez le mot comme ça va nous permettre d'avoir de belles discussions comme on le fait aussi sur la Formule 1, comme on fait sur les réseaux sociaux aussi. Puis c'est ça qui rend ce sport magnifique en fait. Répandez mon opinion sur Hamilton. Oui, aussi, si vous voulez partager aussi l'opinion de Marc-André sur Lewis Hamilton, sur l'incident Hamilton-Albon, vous pouvez le faire. Alors, merci à tous d'avoir été là. Je m'appelle Abdoussal. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Bulletin F1. Sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, peu importe où vous êtes. Et on continue toujours de rouler avec le Bulletin F1. Salut tout le monde! Salut à tous!